Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal du e-commerce. Toujours notre même mission, décrypter, commenter et analyser les actualités e-commerce. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Prêt pour un nouveau décryptage, j'imagine? C'est quoi ton feeling aujourd'hui? Salut Charles, bah écoute, toujours beaucoup de sujets là sur ce début d'année 2026, donc super intéressant, pas évident de suivre tous les sujets, on voit des sujets un peu politiques, Mm. technologiques, marketing, donc voilà, pour les marchands, c'est pas forcément évident de suivre tous ces sujets-là, mais au moins d'avoir un peu les informations clés. Si vous souhaitez retrouver les informations vraiment de manière succincte sur notre site, n'hésitez pas. Vous avez une newsletter qui rassemble les éléments clés parce qu'on sait qu'il y a énormément de choses à suivre et c'est impossible de tout suivre en ce moment. Donc c'est pour ça, ce petit podcast va faire du bien, notamment pour creuser des sujets. Et là, je crois qu'on va parler pas mal de ChatGPT. Tu vas nous en dire plus. Ouais, exactement. T'as spoilé un petit peu, mais c'est ça. Et comme tu disais, hein, là, sur le JDE, on décrypte quelques actualités. On en sort tous les jours sur ECN. Donc voilà, tout se passe sur notre site, tout se passe sur notre newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi suivre notre chaîne podcast, notre chaîne YouTube, pour suivre toute cette veille qu'on fait pour vous. Avant qu'on débute et qu'on passe au sommaire, un grand merci à notre partenaire, PrestaShop, qui est le sponsor de cette émission et qui nous accompagne dans le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On vous parle un petit peu plus de PrestaShop en fin d'émission, après notre revue d'actualité. Et justement, les actualités, on va parler de deux actualités aujourd'hui ensemble, Nicolas. Et comme tu le disais, toutes les deux sont liées à ChatGPT. Alors la première, c'est la publicité sur ChatGPT. Est-ce que c'est la nouvelle mine d'or de l'acquisition e-commerce? Ça, c'est la première question qu'on se posera. Et ensuite, on parlera un petit peu de la rumeur ChatGPT. Est-ce qu'il y a une taxe de 4% sur vos ventes via les plateformes e-commerce qui va entrer en vigueur, oui ou non? Voilà, c'est une rumeur. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais on reviendra sur ce sujet-là avec Nicolas. Et puis justement, Nicolas, si t'es OK, je te propose qu'on débute cette revue d'actualité avec la première actu. C'est bon pour toi? Ouais, parfait. Allez, comme je le disais, publicité sur ChatGPT, une nouvelle mine d'or pour l'acquisition e-commerce, point d'interrogation, puisque ça reste une question, une interrogation. Alors l'idée, hein, elle circule depuis plusieurs mois, hein. Elle est désormais officielle. OpenAI va introduire de la publicité dans ChatGPT, voilà, transformant l'un des outils numériques les plus utilisés au monde en un nouveau point de contact marketing et commercial. Voilà, les premiers tests, hein, débuteront dans les prochaines semaines, donc aux États-Unis, uniquement pour les utilisateurs de la version gratuite. Et la version ChatGPT Go, voilà, c'est la formule intermédiaire facturée 8 $ par mois. Donc voilà, un premier test aux États-Unis, mais on imagine que ça va vite s'exporter tout ça. Première question pour toi, Nicolas. Peut-être question un peu simple sur le papier, mais peut-être pas si simple à répondre. J'attends tes arguments. Pourquoi est-ce que cette fonctionnalité, elle voit le jour après les différents tests de ChatGPT? Voilà, ça arrive, la publicité, mais pourquoi? Oui, alors c'est relativement lié au contexte de ChatGPT, hein. On sait que c'est une structure qui a grandi extrêmement vite, tout simplement pour défricher tout un terrain et Ouais. des usages. Donc l'idée, c'était voilà, de proposer une interface accessible, sans friction à l'ensemble des utilisateurs et de capter un maximum d'utilisateurs. Une fois qu'ils ont atteint cette étape-là, bah, c'est de procéder à des gros investissements en termes d'infrastructure pour répondre à une demande de plus en plus forte, de par cette traction utilisateur. Donc, premier volet, c'était capter beaucoup d'utilisateurs. Deuxième volet, avoir des infrastructures qui sont solides. Et le troisième volet, c'est poursuivre l'innovation parce qu'ils ont défriché le terrain, mais derrière, il y a énormément d'acteurs qui ont suivi le courant pour proposer des interfaces similaires. Donc voilà, il y a une course à la technologie, au Mmh. développement, et donc ça requiert énormément de budget. Donc, de par ces étapes-là, la structure a levé pas mal de fonds. OK. Donc, si on parle de quelques chiffres, l'entreprise, selon les observateurs du domaine, a engagé plus de 1000 milliards de dollars d'investissement, donc OK. notamment sur l'infrastructure, comme on l'évoquait. Et puis, OpenAI, au départ, c'était de la recherche, et donc ils ont accéléré leur mutation vers un modèle commercial parce que bah, ils ont levé des fonds, ils ont atteint une valorisation de 500 milliards de dollars, OK. mais
ils ne sont pas rentables. Ils ne génèrent pas suffisamment de revenus pour couvrir tous leurs frais en termes d'infrastructure et de développement. Donc, Ok. c'est toujours le sujet dans les startups, c'est qu'on a une courbe de croissance et une courbe de dépenses. Et donc, il faut qu'à un moment, les revenus prennent le relais pour pas que la courbe des dépenses passe devant la courbe des dépenses. Sinon, voilà, vous brûlez du cash et à un moment, vous êtes à court de cash. Ok. Donc là, c'est clairement ce sujet. C'est une question de vie ou de mort, tout simplement, pour OpenAI, de rivaliser. Et notamment, moi, je repense à l'un des tweets de Sam Altman, dès lors qu'il avait vu la version de Gemini, je crois que c'était la V3 de Gemini qui venait de sortir, où, euh, où il avait mis un mème avec un masque qui souriait et derrière, il était en pleurs, il y avait un personnage qui était en pleurs et qui disait félicitations. Euh, bien joué Google, mais en gros, ils s'en mordaient les doigts parce que Google a une base financière beaucoup plus solide, a des revenus beaucoup plus constants de par leur moteur de recherche historique et leur modèle publicitaire. Et donc, ChatGPT est dans le statut qu'il faut absolument générer des revenus pour survivre et continuer à pérenniser son entreprise. Donc voilà pourquoi ChatGPT propose désormais de la publicité. Ok, merci pour tes premiers éléments de réponse. J'ai plein d'autres questions là-dessus. C'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Si tu pouvais juste revenir un petit peu sur quoi repose justement ce modèle publicitaire, ça change quoi? Si tu as quelques chiffres, peut-être dans quel pays ça peut être disponible, voilà, comment ça fonctionne tout ça? Donc, il propose un dispositif, hein, notamment avec ChatGPT Go, Ok, qui propose à 8 dollars par mois 10 fois plus de messages, d'upload et de génération d'images. Donc, accès à la mémoire, un contexte conversationnel plus long. Donc, il y aura une formule qui est gratuite où tu as davantage de publicité. Et donc là, cette possibilité d'avoir une formule qui te permet d'avoir plus de fonctionnalités. ok, Cette formule, elle sera lancée, elle a été lancée en Inde en août 2025 et aujourd'hui disponible dans 171 pays, dont les États-Unis. ok. Donc l'idée, c'est de viser un public large et des utilisateurs qui sont prêts à payer ce minimum-là pour basculer à terme vers des offres un petit peu plus premium. Ok. Et concrètement, du coup, comment ça marche? C'était plus la question logique. Ok, on en parle, les chiffres, etc. Mais concrètement, comment ça va marcher cette publicité? Oui, alors la publicité, elles apparaîtront en bas des réponses de ChatGPT, Ok, uniquement lorsqu'un produit ou un service est pertinent par rapport à la conversation. Et donc, c'est clairement identifié comme sponsorisé. Donc, c'est visuellement séparé de la réponse principale. Donc, ok, on est sur une structure qui se rapproche un peu des Google Ads sur son moteur de recherche. exactement. euh, à défaut que là, ils le mettent après. Euh, donc, parce qu'on voit très bien le découlement. Dès lors que tu poses une question ou un raisonnement, c'est à la fin que tu as le produit. Si tu l'aurais au début, ça serait peut-être un peu trop agressif aujourd'hui. Mais ils sont encore sur des logiques de test, donc à voir comment ça va évoluer sur la conversion, sur l'impact pour les marques. Donc ça, à suivre. Ouais, de toute façon, on vous met le lien vers notre actualité à ce sujet-là dans les différentes descriptions, puisqu'il y a des exemples très parlants, les exemples directement donnés par ChatGPT. Donc voilà, ce sera un petit peu plus concret pour vous, mais comme tu le disais, Nicolas, voilà, c'est en bas des réponses de ChatGPT, mais n'hésitez pas à creuser ce sujet avec notre lien. Dernière question sur cette première actualité, c'est une question que j'aime bien poser, et tu verras que je te la poserai, je vais te la poser aussi pour la deuxième actualité, mais voilà, est-ce que ça change pour les marques et pour les e-commerçants qui nous écoutent via ce podcast, via nos différents contenus? Ça va changer quoi pour eux, cette publicité sur ChatGPT? Donc aujourd'hui, avec ChatGPT, on entre dans une logique d'intention conversationnelle et même d'intention d'achat. Euh, ChatGPT va essayer de comprendre quel produit
est le mieux adapté à telle requête. Donc il Ok. y a vraiment un sujet contextuel et donc ça offre une nouvelle opportunité à l'ensemble des marchands d'être visible auprès d'une large audience. Et on le sait, hein, quand des nouvelles plateformes ils mettent à disposition des moyens publicitaires, généralement, c'est assez attractif en termes de conditions Mm. parce qu'ils n'ont pas encore rodé le marché, parce qu'il n'y a pas encore une forte demande. Si on prend aujourd'hui des plateformes comme Google Ads ou Facebook, bah, le coût par clic ou le coût d'acquisition est extrêmement élevé parce qu'il y a une concurrence forte, parce que tous les acteurs sont dessus. Aujourd'hui, ils lancent leur plateforme, donc le temps que l'ensemble des acteurs s'y mettent, ça va prendre un certain temps. Donc c'est une opportunité à court moyen terme pour les marchands, notamment sur ce qu'on va dire le milieu du funnel, apparaître au bon moment où l'utilisateur formule un besoin, pas seulement quand il cherche une marque. Ok. Donc voilà, je suis un petit peu plus en amont que vraiment un acte d'achat extrêmement précis de générer du trafic sur une découverte contextuelle, être suggéré dans les conversations où la marque n'est pas initialement envisagée, et Ok. puis des formats plus qualifiés, hein, si l'utilisateur pose des questions très orientées, donc là, plus dans une logique de conversion. Donc on le voit, sur plusieurs plans, ça peut être extrêmement intéressant pour les marchands, pour capter du trafic, pour générer de la conversion ou récupérer des ventes qui auraient à destination plutôt des concurrents. Donc ça peut être très stratégique. Donc voilà, c'est pour les petits acteurs ou les DNVB, hein, ça peut représenter un levier de visibilité puissant. Euh, voilà, à condition de répondre bien sûr aux, aux exigences de la plateforme pour être bien référencé et investir du temps pour appréhender la plateforme. Très bien, bah merci pour tes réponses à mes questions sur cette première actualité, les publicités sur ChatGPT. Avant de passer à l'actualité numéro 2, hein, j'en profite pour mettre en avant une autre actualité qu'on a relayée sur e-commerce nation, justement liée à ChatGPT, puisqu'une étude de SEMrush montre que la visibilité produit sur ChatGPT commence par Google Shopping, on en parlait il y a quelques instants. Voilà, derrière l'interface conversationnelle, l'IA s'appuie encore très largement sur les briques historiques du search, et évidemment, dans le cas du e-commerce, Google reste la source centrale. En gros, pour résumer, le constat il est simple, ChatGPT ne choisit pas directement les produits, il délègue une grande partie de cette tâche à Google Shopping via des requêtes invisibles envoyées en arrière-plan. On vous met aussi le lien qui va bien vers cette actualité. On ne la décrypte pas avec Nicolas parce que sinon on prendrait beaucoup trop de temps et notre objectif c'est d'aller vers quelque chose d'assez court, d'assez réduit pour balayer différents sujets. Mais voilà, c'est en lien avec ChatGPT, on vous met le lien qui va bien avec, c'est sur e-commerce nation, n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à aller regarder tout ça. Et du coup, Nicolas, ensemble, actualité numéro 2, est-ce qu'il y aura bientôt une taxe de 4% sur vos ventes via ChatGPT? Voilà, c'était un petit peu la news coup de canon, coup de poing sur ce mois de janvier, puisque selon The Information, hein, très bientôt les marchands, notamment de Shopify, ils en parlent sur, sur ce cas précis, mais voilà, ça pourra concerner tout le monde, notamment PrestaShop à l'avenir. Voilà, les marchands pourront vendre directement via le checkout natif de ChatGPT, ça c'est OK, sans que l'acheteur ne passe par le site e-commerce. Mais par contre, en contrepartie, et ça c'est la petite nouveauté, bah, OpenAI prélèvera une commission, on parle de 4%, sur chaque vente réalisée dans la conversation. C'est pas encore officiel, c'est un petit peu encore un bruit qui court, une rumeur, mais on avait décidé quand même d'en parler, de lancer un premier sujet à ce niveau-là. On va voir ce que ça donnera. Mais est-ce que dans un premier temps, tu peux revenir sur le contexte, Nicolas, de cette news, comme je disais, un petit peu coup de poing, coup de canon de ce mois de janvier? Ouais, alors le contexte de ChatGPT, on l'a déjà évoqué dans la première actualité, hein, Ouais, donc une structure qui est vraiment en quête de monétisation agressive, quoi. C'est vraiment une question de survie. Donc on a évoqué la partie publicité, et donc là, il y a cette partie commission. Donc on sent voilà, qui gigote un petit peu dans tous les sens. mmh, Euh, c'est une information qui a été identifiée, mais voilà, est-ce que c'est une information aussi pour sonder et peut-être. récolter des retours? Voilà, c'est avoir tout ça. C'est dans un contexte qui est assez difficile pour les e-commerçants. Bon, c'est peut-être un dispositif qui s'applique à des très gros acteurs. Sur les États-Unis, on parlait beaucoup de Walmart, Oui, de s'associer.
bah, avec ChatGPT en termes de dispositifs et tout. Donc voilà, c'est à questionner sur la durée parce que 4%, alors vous me direz votre avis peut-être en commentaire, mais moi ça me paraît énorme. Euh, Ah, T'es énorme aussi. e-commerçant, tu mets 4% de, de tes ventes. Quoi, voilà, parfois les marges, elles se comptent en pourcents pour certains acteurs. Donc d'un côté, je me dis, bah ça sera pas pour tous les produits. Et, euh, et voilà, quoi, je sais pas, j'ai du mal à appréhender cette nouvelle-là, de par la réalité économique des e-commerçants. Donc, donc voilà, est-ce que c'est pas pour prendre un terrain médiatique, générer du débat et informer sur la volonté de ChatGPT, son interface publicitaire et la capacité de faire du e-commerce? Voilà. J'attends un peu plus de communication officielle en ce sens-là, mais clairement l'idée, voilà, c'est de proposer une interface et de dire peut-être que ça va coûter cher. Peut-être le pari pour les e-commerçants, c'est de se dire, OK, je suis prêt à faire ça, mais en fait, c'est un levier d'acquisition. Et donc, peut-être que je vais payer 4% sur les premiers achats des premiers clients, mais après, quand ils vont revenir, bah, ils vont acheter directement sur mon Ouais, site peut-être. si je récupère leurs infos. Alors, il faut que ChatGPT me donne les infos. Autre Donc voilà, question. mais autre question. Donc, si c'est juste un levier d'acquisition, je peux le comprendre. Et donc tu payes un peu le trafic et ça peut être explosif pour ta marque. Mais sur le moyen long terme, ça me semble inenvisageable de leur donner 4% du chiffre d'affaires. Ouais, parce que c'est ce fameux 4% aussi qui est un peu au cœur des débats. Pourquoi 4, pourquoi pas 2, pourquoi pas 6? Enfin voilà, il sort un petit peu d'où ce 4%? Et selon toi, du coup, c'était ma deuxième question, c'est quoi l'objectif de ChatGPT derrière tout ça? C'est quoi leur idée? Oui, pour moi c'est un message très fort parce que ça évoque la conversion. Mhm. Euh, je dis pas de bêtises, Google ne prend pas de pourcentage sur les ventes. Euh, donc c'est de l'intégration technique, il y a de l'ADS, les clients ils payent pour de l'ADS, et donc c'est pas des montants qui reflètent 4% des ventes. Donc là peut-être à travers cette proposition, si elle est officialisée, c'est de se dire ChatGPT est un outil de conversion. Mhm. Ok. C'est pas un outil publicitaire, c'est un outil de conversion qui va générer des ventes. Et donc, tu l'as dit dans ton préambule, c'est que euh, c'est à travers un checkout natif. Mhm. Donc, en fait, tu vas payer directement sur ChatGPT et donc ton site, il sert juste de back-office C'est ça. à tout ça. Mais en fait, l'utilisateur, il n'irait pas sur ton site. Donc, vraiment, tu as une plateforme qui est autonome, qui peut te mettre en contact avec une audience phénoménale et donc te générer pas mal de ventes. Donc pour moi, c'est ça, c'est l'objectif de ChatGPT, c'est de dire on est une plateforme e-commerce qui vous permet de toucher une audience considérable et de générer de la conversion. Mhm. Ok. Et du coup, pour terminer, petite question traditionnelle, je te l'ai posée tout à l'heure, je te la repose maintenant et je te la poserai, je pense, toutes les semaines. Ça change quoi? Ou en tout cas, ça va changer quoi si c'est officialisé? Voilà, pour les marques et pour les e-commerçants qui nous écoutent, très concrètement. Oui, alors là déjà, Pour- il faut attendre les vérifications. On parle déjà Oui, de oui. rumeurs, il faut que ça soit officialisé. Donc, l'impact pour les marchands. Après, c'est intéressant de voir un peu la dynamique. Euh, pour les marchands, la crainte, c'est de voir un nouvel intermédiaire se mettre entre leur site et les clients. Bien sûr. Donc, en fait, qui dit intermédiaire dit bah voilà, perte de revenus, perte de marge. Mhm. Donc, ça, c'est ce qui fait un peu grincer des dents. Euh, je pense qu'il y a plusieurs manières d'être en place sur les agents IA, parce que là on parle de ChatGPT, mais la question elle se posera forcément sur d'autres agents IA, sur Gemini, sur d'autres plateformes. Il y aura la question de la monétisation. Donc pour moi, un marchand a plusieurs moyens d'être présent sur ces plateformes-là.
il y a des logiques de contenu. Est-ce que tu produis du contenu utile et donc gratuit, donc un peu comme du SEO? Mmh, Bah voilà, on parle de GEO, d'optimisation pour ces agents IA. Donc, est-ce que j'ai un contenu qui me permet d'être visible et de générer du trafic? Donc ça, je trouve ça déjà intéressant. Et puis après, d'avoir des possibilités d'ads, comme on l'a sur Google, pour aller générer davantage de conversions ou être visible sur certaines requêtes. Donc, c'est ça qu'il faut observer, c'est qu'il y a plusieurs possibilités pour les e-commerçants. Après, moi, je le vois un peu comme des places de marché. OK. Aujourd'hui, tu te dis, faut que je sois présent sur telle ou telle place de marché. Bah, demain, tu te diras, faut que tu sois présent sur tel ou tel agent IA. OK. Oui, ouais. Donc, Tu te donc après, c'est un arbitrage sur ta cible, sur ton positionnement marketing. Est-ce que tu actives les places de marché? Est-ce que tu actives les agents IA? Mais voilà, pour moi, c'est le même rapport que tu pourras avoir face à une place de marché. Donc, pas de gros changements, mais peut-être des leviers très exponentiels si tu les actives. Donc voilà, c'est en ce sens-là où, en termes de réservoir de croissance, ça vaut le coup de s'y intéresser un minimum. Top, bah, merci Nicolas pour tes réponses. Comme tu le disais, hein, si jamais vous avez des interrogations, des questions, des craintes aussi, n'hésitez pas à nous répondre, à nous envoyer des messages. Si vous êtes sur YouTube, bah, voilà, à commenter. Sinon, à passer directement via notre LinkedIn aussi. Bah, ce sera avec grand plaisir qu'on récoltera vos différents avis. Et puis, à mon avis, on n'a pas fini d'en parler de ChatGPT, donc on pourra reciter tout ça et remettre tout ça en parallèle. Mais merci Nicolas pour ton décryptage. Je te propose, avant de se quitter, de parler un petit peu de notre partenaire de PrestaShop qui sponsorise cet épisode. Et donc, si vous cherchez à gagner du temps hein, sur la gestion de votre boutique PrestaShop, voilà, je vais vous parler du PrestaShop MCP Server, donc qui vous connecte votre boutique aux meilleurs IA. Donc, ChatGPT, bien sûr, on en a parlé longuement avec Nicolas tout de suite, mais il y a aussi Claude, il y a Gemini, et désormais le chat de Mistral. Voilà, c'est grâce à une connexion sécurisée. Vous pilotez votre store en toute confiance. Vous pouvez améliorer vos fiches produits, améliorer vos ventes. En gros, vous prenez des décisions plus vite simplement en discutant avec votre IA. Voilà ce que vous propose PrestaShop, prendre le contrôle de votre boutique avec PrestaShop MCP Server. On vous met le lien qui va bien pour creuser le sujet, pour pourquoi pas aussi faire des tests, rentrer en contact avec PrestaShop une nouvelle fois pour avoir des tests et voir comment ça peut être appliqué dans le cadre de votre business. Voilà, il y a tout ça de disponible. PrestaShop, MCP Server. Un petit mot, Nicolas, pour PrestaShop qui sponsorise bah, de nouveau cet épisode, un partenaire historique. On parlait tout à l'heure de ce qui allait se passer avec ChatGPT. Ça pourra concerner PrestaShop. Qu'est-ce que tu as à dire au sujet de PrestaShop? Ouais, je trouve ça super intéressant que des éditeurs comme PrestaShop prennent le sujet bah, vraiment à bras-le-corps Mm. pour structurer la donnée. Parce qu'on sait que l'enjeu, c'est que ces agents IA puissent intégrer facilement de la donnée. Et donc, ça passe par les interfaces techniques. Donc, un acteur comme PrestaShop qui travaille sur ces sujets-là, qui intègre des plateformes aussi françaises comme Mistral, voilà, c'est vraiment encourageant. Et nous, c'est des choses qui nous touchent sur les sujets bah, de souveraineté numérique, d'avoir des acteurs qui sont en France et qui nous permet d'avoir des vraies alternatives. Je pense que c'est un vrai sujet et donc on est très fiers bah, que PrestaShop nous accompagne pour évoquer ces sujets-là et mettre en valeur l'ensemble des nouvelles fonctionnalités de leur plateforme. Bah, merci Nicolas. Vous qui nous suivez, hein, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast, notre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à notre édito, donc notre newsletter qui sort chaque semaine pour ne rien manquer de nos actualités sur e-commerce nation, hein. Avec Nicolas, on a décrypté deux trois actualités et on en sort deux trois par jour. Donc voilà, on fait votre veille à votre place sur e-commerce nation. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition, cette nouvelle émission du journal du e-commerce. Partagez-nous vos retours ainsi que vos actualités. Et puis sinon, bah, merci Nicolas. Comme chaque semaine, on se donne rendez-vous bah, dès la semaine prochaine. Le mois de janvier sera terminé, mais évidemment, on attaque avec plein de nouvelles actualités sur février. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec Nicolas pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.